Donc la Russie a mobilisé un peu plus rapidement que prévu, ce qui a d'ailleurs permis la victoire de la Marne en 1914. Alors les pauvres Russes, ils sont arrivés, vous voyez, en Prusse orientale, donc à l'est de l'Empire allemand, et ils se sont fait écraser à la bataille de Tannenberg. Donc ça commençait pas forcément très bien. En 1915, ils relancent l'offensive et ils se font écraser par les Allemands. Vous voyez, le front va reculer et la Russie perd toute la région de la Pologne et de la Lituanie. Il faut dire que l'armée russe, elle est très nombreuse, mais au niveau du matériel, c'est pas génial. Beaucoup de soldats n'ont pas de fusils, n'ont pas de munitions, et face à l'Allemagne, ça ne pardonne pas. Contre l'Autriche, c'est un peu plus équilibré. Vous voyez que le front bouge beaucoup. Vous avez des offensives qui sont assez réussies du côté de la Russie. Donc voilà, c'est un peu plus équilibré de ce côté-là. Mais le problème de la Russie dépasse les questions militaires. C'est un problème plus fondamental, puisque c'est l'Empire russe dans son ensemble qui va se retrouver fragilisé par la guerre. Les défaites contre l'Allemagne, notamment, montrent toutes les faiblesses de l'armée russe et du coup toutes les faiblesses du gouvernement de la Russie, et c'est le tsar lui-même qui va se retrouver en difficulté. Ça, on en reparlera. Retenez simplement que le front de l'Est bouge beaucoup plus que celui de l'Ouest. Il n'y a pas tout le système de tranchées, mais qu'il ne permet pas finalement d'emporter une décision particulière. Alors du coup, la France et l'Angleterre vont réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils vont réfléchir à ce qu'on appelle des stratégies périphériques, c'est-à-dire ouvrir de nouveaux fronts. À la fin de l'année 1914, l'Empire ottoman rentre dans la guerre. Et les Anglais vont se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'ouvrir un nouveau front dans la région de Constantinople? Alors, l'intérêt de Constantinople, c'est de pouvoir maintenir le lien maritime, vous voyez, avec l'Empire de Russie. On ne peut pas passer par la Baltique, parce qu'il y a l'Allemagne. Il faudrait pouvoir passer par Constantinople. Les Français et les Anglais vont organiser une attaque sur la région des détroits, ce qu'on appelle les Dardanelles, avec pour objectif, même si c'est peut-être un peu ambitieux, pour objectif de prendre carrément la capitale de l'Empire ottoman, Constantinople. Ah ben c'est un échec complet, c'est un des plus grands échecs de la Première Guerre mondiale, c'est une catastrophe totale. Au départ, les Français et les Anglais pensent qu'ils vont pouvoir passer en bateau jusqu'à Constantinople, sauf que les Turcs ont mis des mines et du coup les bateaux ne peuvent pas passer. Donc les Français et les Anglais disent bah tiens, on va débarquer, on va comme ça faciliter l'accès des navires en détruisant l'artillerie côtière et pourquoi pas on va continuer jusqu'à Constantinople. Donc les Français et les Anglais, ce que vous voyez ici, débarquent dans un espace qui est très très montagneux et bah tout simplement les Français et les Anglais n'arrivent pas à repousser les troupes de la Turquie. On était un tout petit peu ambitieux, on s'est dit que les Turcs allaient forcément être mauvais, et ben en fait ils ne sont pas mauvais et l'offensive des Dardanelles ne réussit pas. Il faut que les troupes se rembarquent, vous voyez, hop hop hop, ça ne marche pas, allez hop, tout, on repart en bateau. La seule réussite de l'offensive, c'est le rembarquement. Alors là, ça se fait vraiment très très bien. Et les troupes des Dardanelles vont être amenées en Grèce, où elles ne vont pas faire grand-chose jusqu'en 1918, vont attendre en fait une occasion de pouvoir ouvrir un nouveau front dans les Balkans. Bon, en gros, pour résumer, que ce soit l'Italie, les Dardanelles ou la Russie, rien de bien
décisif. La guerre est mondiale dès 1914, puisqu'il y a des combats aussi dans les colonies. Les colonies allemandes, vous les voyez, sont immédiatement attaquées par les Anglais et les Français, qui vont réussir à en faire la conquête plus ou moins rapidement. C'est la même chose dans le Pacifique, et vous avez également des combats au Moyen-Orient contre l'Empire ottoman. Autre élément de la guerre économique. Alors, c'est une façon, pourquoi pas, de gagner la guerre, mais vous en doutez, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a l'idée dès cette époque d'épuiser économiquement l'adversaire. La flotte anglaise va faire le blocus des ports allemands pour empêcher les Allemands d'avoir accès aux matières premières et pour affamer, si possible, la population. Ça marche plus ou moins, ça va prendre du temps. C'est vrai qu'en 1918, la population allemande est en grande difficulté, mais l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'elle peut compter sur des pays neutres, comme la Hollande par exemple, pour pouvoir continuer son commerce. La riposte des Allemands, c'est la guerre sous-marine, donc des sous-marins qui vont essayer de couler les navires anglais pour mettre en difficulté l'économie de l'Angleterre et de la France. C'est une arme à double tranchant, parce que quand vous êtes un sous-marin, l'objectif c'est de ne pas remonter trop souvent. Du coup, quand vous êtes sous l'eau et que vous voyez un bateau, vous ne pouvez pas remonter pour vérifier si c'est un bateau anglais, français ou américain. Du coup, très souvent, vous allez tirer, vous allez couler le bateau et après vous allez vous dire « Ah mince, ça c'était un navire neutre ». L'exemple connu, c'est le naufrage du Lusitania, un gros paquebot, un petit peu comme le Titanic, qui est coulé en 1915 par les sous-marins allemands. Vous voyez, probablement 1260 morts. Et parmi ces morts, il y a beaucoup d'Américains. C'est pour ça que ça fait la une du New York Times. Et les Américains ne sont pas très contents. Donc la guerre sous-marine va choquer l'opinion publique et va progressivement préparer l'entrée en guerre des Américains. En avril 1917, vous voyez que ça prend un petit peu de temps quand même, parce que les Américains sont à cette époque très isolationnistes. Mais en 1917, les Allemands vont proclamer la guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire on balance les sous-marins partout et on coule tout ce qui passe, tant pis pour les neutres. Beaucoup de navires américains. Les Allemands vont aussi prendre contact avec le Mexique en disant aux Mexicains « Est-ce que ça vous dirait pas, dans le cas où les États-Unis entrent en guerre, d'entrer en guerre contre les États-Unis pour récupérer le Texas, la Californie, etc. » Les Américains l'apprennent et ils ne sont pas contents. En avril 1917, ils déclarent la guerre à l'Allemagne. Vous voyez la carte du monde en 1917. La plus grande partie de la planète est en guerre d'une façon ou d'une autre. Vous voyez en vert foncé la France, l'Angleterre, l'Italie et la Russie, donc les pays qui sont entrés en guerre assez rapidement, puis toutes les colonies de ces pays, notamment les colonies françaises et anglaises, et en vert plus clair les pays qui rentrent en guerre en 1917. Les États-Unis, suivis de plein de petits pays d'Amérique centrale, du Brésil, de la Chine, etc. Bon, évidemment, la plupart de ces pays auront un impact assez limité dans la guerre. Mais quand même, là, on est vraiment dans une dimension mondiale. De la crise de 1917 à la fin de la guerre. Alors, 1917, c'est pas facile. La plupart des pays, des populations en ont marre de la guerre. Ça fait déjà plus de 2 ans que la guerre a commencé et on n'en voit pas le bout. En avril 1917, la France lance une offensive sur le chemin des Dames, ce qu'on appelle l'offensive Nivelle. C'est en gros ici, dans la région à proximité de Laon. C'est un échec total, ça ne sert à rien. Les soldats français se font massacrer.
et du coup, les Français ne sont pas contents et ils vont multiplier les mutineries. Les mutineries, c'est-à-dire que les soldats refusent de combattre. Donc, en 1917, beaucoup de mutineries dans beaucoup d'armées, surtout dans l'armée française, beaucoup de grèves aussi des ouvriers à l'arrière, qui en ont marre de la guerre. Vous avez une période de flottement, une période très compliquée, qui en France va se terminer par une reprise en main de l'armée et du gouvernement. Donc en France, c'est l'arrivée à la tête de l'armée du général Pétain, qui va exécuter certains mutins, mais pas trop. Il va essayer d'être strict quand même, parce qu'il y a eu des mutineries, mais il va surtout améliorer les conditions de vie des soldats, améliorer l'alimentation, euh, donner davantage de permissions pour que les soldats puissent aller dans leur famille, et ça explique que Pétain va être un commandant en chef très populaire. Hein. Surtout, Pétain va dire la percée n'est pas possible en ce moment. On va attendre que la situation de l'armée s'améliore. Comme le dit Pétain à cette époque, j'attends les tanks et les Américains. Donc il attend que la situation soit plus favorable. Également, le gouvernement en France va être pris en main par Clémenceau, Georges Clémenceau, qui devient président du Conseil et qui va remobiliser le pays pour poursuivre la guerre. Alors, je prends pas les cas des autres pays, mais en Angleterre, vous avez des situations assez proches, notamment. Surtout 1917, c'est l'année des révolutions russes. Alors, je peux pas rentrer dans tous les détails sur les révolutions russes, ça serait un chapitre à part entière, mais retenez que la base de tout, c'est la situation assez catastrophique de l'armée russe. Vous allez avoir de plus en plus de soldats qui désertent et qui vont se retrouver dans la capitale, qui est à cette époque Saint-Pétersbourg. Et ces soldats, avec un ensemble de classes de la population, vont se soulever contre le pouvoir du tsar et vont le renverser. Nicolas II, le tsar, abdique et c'est la création en février 1917 d'une république. Donc la fin de l'empire des tsars, la fin de l'empire de Russie. Se forme un gouvernement provisoire qui va rapidement être dirigé par Kerensky. Et la question de ce gouvernement provisoire, c'est que faire concernant la guerre. Kerensky va dire on est lié par des traités avec la France et l'Angleterre, on continue la guerre. Sauf que quand vous êtes dans une situation révolutionnaire, continuer la guerre, c'est à peu près impossible. Donc Kerensky va lancer de nouvelles offensives, qui vont être catastrophiques, et les Allemands vont à l'inverse connaître de très très grandes victoires à l'Est. Cette situation particulièrement chaotique va profiter aux bolcheviks, dirigés par Lénine. C'est un parti d'inspiration marxiste, un parti, on va dire, selon les critères actuels, très à gauche, un parti révolutionnaire, qui va renverser le gouvernement de Kerensky en novembre 1917, ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Alors vous me direz, pourquoi la révolution d'octobre alors que c'est en novembre? À cette époque, la Russie et la France, par exemple, n'ont pas le même calendrier. Il y a un décalage en gros de 2 semaines, ce qui pour nous est le mois de novembre et le mois d'octobre pour les Russes. Bon. Quoi qu'il en soit, les bolcheviks renversent le gouvernement et installent un régime socialiste. C'est en fait la création de ce qui deviendra en 1922 seulement l'URSS, c'est-à-dire une république socialiste soviétique qui s'inspire des principes de Marx.